Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la spéciation. Par un petit rappel théorique, donc quels sont les facteurs nécessaires pour que deux individus fassent partie d'une même espèce. D'abord, il faut qu'ils puissent se reproduire entre eux dans la nature. Ensuite, il faut qu'ils engendrent une descendance viable et féconde. Et enfin, qu'ils partagent des caractéristiques morphologiques communes. Je vous ai remis ici un exemple d'arbre phylogénétique pour illustrer le concept d'espèce. Deux exemples maintenant pour illustrer le concept d'espèce. Donc d'abord le mulet. Donc le mulet, c'est le petit du cheval et d'une ânesse par exemple, ou d'une jument avec un âne. Ce petit n'est pas fertile, et donc on peut bien dire que le cheval et l'âne sont deux espèces distinctes parce qu'ils ne donnent pas une descendance fertile. Ensuite, donc, on a un autre exemple qui est la tigrogne ici. Donc, c'est le petit d'un tigre et d'une lionne. Et donc, cette femelle est fertile, donc elle est capable de mettre bas des petits. Toutefois, dans la nature, jamais un tigre ne rencontrerait une lionne parce que tout simplement, ils n'occupent pas les mêmes zones géographiques. Donc, comme dans la nature, ces deux espèces ne se reproduisent pas, eh bien, on peut parler de deux espèces distinctes. Donc, on va revenir sur l'activité qu'on a faite en classe, donc sur le pouillot verdâtre, qui est ce petit oiseau qui habitait il y a 10 000 ans au sud de la chaîne de l'Himalaya et qui, suite à un phénomène de déforestation, a voulu migrer vers le nord. Toutefois, comme il était incapable de franchir la chaîne de l'Himalaya beaucoup trop haute pour son vol, il s'est vu donc contourner cette chaîne de montagnes. Deux sous-populations ont choisi donc des chemins différents. La sous-population verte est allée par l'ouest et la sous-population orange est partie donc elle par l'est. Donc ici on a la répartition géographique sur cette carte des différentes sous-populations du pouillot verdâtre. Donc ici je vous entoure le massif himalayen. On se rend compte qu'au nord de l'Himalaya, on a deux sous-populations qui coexistent. La population de Viridanus qui a probablement migré du sud par l'ouest et la sous-population de Plumbetarsus qui a probablement migré du sud vers l'est. Ici est représenté le sonogramme des champs nuptiales des différentes sous-populations de pouillot verdâtre. On se rend compte rapidement en regardant ces différents sonogrammes. Je vous rappelle que les lettres les plus proches les unes des autres correspondent à une sonorité la plus proche également l'une de l'autre. C'est pour simplifier un petit peu les choses. On se rend compte que celles des deux sous-populations qui sont en contact au nord, donc celles du Viridanus et du Plumbetarsus, sont les champs qui sont dans leur composition les plus éloignés. La question qu'on vous avait posée sur le pouillot verdâtre, c'est pourquoi maintenant on peut parler de deux espèces différentes. Eh bien tout simplement parce que les Phyllocopus viridanus ne se reproduisent plus avec les Phyllocopus plumbetarsus dans la nature. Et pourquoi ils ne se reproduisent plus? Eh bien parce que les femelles ne reconnaissent plus le chant des mâles. En plus de cela, il y a un autre phénomène qui est des petites modifications morphologiques qui augmentent donc cette absence de reconnaissance qui est indispensable à l'accouplement des pouillots verdâtres. Question qu'on vous avait posée sur le pouillot verdâtre. Quels sont les facteurs qui ont conduit à l'émergence des deux nouvelles espèces au nord de l'Himalaya? D'abord, c'est l'isolement géographique de deux sous-populations à partir de l'espèce initiale. Ensuite, donc, le phénomène de dérive génétique qu'on a déjà vu dans une autre capsule vidéo. La survenue de nouveaux caractères qui sont transmis de génération en génération. Ces caractères peuvent être le résultat de mutations, mais ici ce n'est pas le cas. Le caractère différent, c'est le chant des mâles.
Et ensuite, donc, cela conduit à une absence de reconnaissance mutuelle entre les mâles et les femelles dans les deux sous-populations. Ainsi, ils ne se reproduisent plus entre eux, et donc on peut bien parler de deux espèces distinctes. Maintenant, on va voir un petit peu de théorie, et notamment la définition de la spéciation, qui est un processus par lequel une espèce se ramifie pour donner deux ou plusieurs espèces. Deux modes pour la spéciation. D'abord la spéciation allopatrique, qui correspond à une réduction du flux génétique entre deux populations qui sont isolées d'un point de vue géographique. Ici, donc on voit sur le petit schéma un banc de poissons qui va être isolé parce que le niveau de l'eau va baisser, et donc on va avoir deux sous-populations dont le flux génétique entre eux est impossible, et donc ils vont évoluer chacun de leur côté et vont progressivement donner deux espèces qui seront bien distinctes. Ensuite, on a un autre mode de spéciation, qui est la spéciation sympatrique, qui est beaucoup plus rare et qui survient lorsqu'on a une réduction du flux génétique entre deux sous-populations qui sont pas séparées par une barrière géographique. Donc, comme ce mode est beaucoup plus rare et beaucoup plus compliqué, on ne va pas s'y attarder. Nous, on va essentiellement voir donc la spéciation allopatrique. Maintenant, on va voir les différents types de barrières à la reproduction. Donc pour commencer, on a l'isolement écologique. Donc il survient lorsque deux espèces vivent dans des habitats différents, bien qu'elles vivent sur une même région, raison pour laquelle donc elles ne peuvent pas se rencontrer pour se reproduire. C'est le cas du serpent jarretière, dont l'un est exclusivement aquatique et l'autre exclusivement terrestre. Ils ne se rencontrent donc jamais pour se reproduire. Un autre type d'isolement est l'isolement temporel. C'est lorsque deux espèces se reproduisent à des moments différents, par exemple à des saisons différentes. C'est le cas de la moufette tachetée, dont une des espèces se reproduit exclusivement en fin d'été et l'autre exclusivement à la fin de l'hiver. Elles ne se reproduisent dès lors jamais entre elles, et donc on parle bien de deux espèces distinctes. Autre type d'isolement est l'isolement éthologique. Donc, c'est lorsque les comportements de parade nuptiale sont différents au sein des deux espèces et donc empêchent la reconnaissance mutuelle entre femelles et mâles pour la reproduction. C'est le cas donc du pouillot verdâtre, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, donc, on a l'isolement mécanique. Donc ça, c'est lorsqu'il y a des tentatives d'accouplement, mais qu'il y a une incompatibilité d'un point de vue morphologique. C'est par exemple le cas de ce petit escargot Baptipena qui a une coquille qui est hélicoïdale. Chez une des espèces, cela tourne vers le sens des aiguilles d'une montre et l'autre vers l'inverse, et donc lorsqu'il y a des tentatives d'accouplement, cela est rendu complètement impossible juste par incompatibilité morphologique. Ensuite, et pour terminer, on a l'isolement gamétique qui correspond à une absence de fusion des spermatozoïdes d'une espèce avec les ovules d'une autre, et c'est notamment le cas chez les oursins qui libèrent leurs gamètes dans l'eau, et donc les oursins violets, leurs gamètes sont incapables de fusionner avec ceux des oursins rouges, ce qui permet de dire qu'on est bien face à deux espèces différentes puisqu'il y a une absence de reproduction entre eux. Pour finir, on va faire un petit résumé sur les différentes étapes de la spéciation allopatrique. Donc d'abord, il y a un isolement géographique de deux sous-populations à partir d'une espèce initiale. Ensuite, donc, on a l'apparition de mutations dans chaque population. Les phénomènes de sélection naturelle et de dérive génétique sélectionnent certains de ces caractères qui sont apparus dans les sous-populations. Et s'il y a jamais une remise en contact de ces deux sous-populations, elles ne sont à présent plus capables de se reproduire ou de donner une descendance fertile, et donc on est bien face à deux espèces distinctes.